Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Il est midi 3 minutes, on est lundi le 29 janvier. On vous souhaite la bienvenue dans votre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM Côte-Nord Attitude. Bon midi Jean. Bon lundi Valérie. Hey, ça s'achève ce mois de janvier. On est dans les derniers 1000. À partir de jeudi, ce sera le mois de février. Déjà un mois de passé en 2018. Et faut dire que le temps passe vite parce que il y a plein de choses à faire, entre autres en fin de semaine. Jean, toi et moi, on a tous les deux profité des activités qui étaient offertes. Entre autres, Ciné 7, hein. On s'est pas croisés, c'est drôle ça des fois. Hein. Oui. On disait ça ce matin, hein. Je t'ai même pas vu. Je suis allé à la fermeture hier. On était là tous les deux. Oui, c'est ça. On était tous les deux à la cérémonie de clôture, puis on s'est pas croisés. Quelle bonne fin de semaine, hein. Chargé aussi. Les amateurs de plein air ont dû avoir du plaisir du côté du club de ski de fond rapido, en motoneige ou en ski à Galix. Ouais. Là, moi, j'ai joué au curling toute la fin de semaine. Il y avait plein d'activités. Le Ferro. Dont, bien sûr, le tournoi Ferro dans les 3 arénas, le festival du film qui, hier, a pris le terrain de la salle de spectacle pour son événement de clôture. On va revenir sur ces 2 grands événements qui avaient lieu cette fin de semaine. 4 entrevues en direct, Valérie, ce midi. D'abord avec le chef Mike McKenzie à 12h15. Jeudi dernier, le chef de la communauté Innu de Ouachat-Macmaliottenam a émis un communiqué annonçant un remaniement politique au sein du conseil de bande. On a changé les responsabilités un peu de chacun des élus pour être plus efficace d'ici l'élection du printemps 2019. On va donc parler des priorités. On se rappelle de toute l'histoire du chef qui a eu des aventures devant les tribunaux, qui a dû mettre de côté la plupart des dossiers politiques d'Itum. Ben là, il est de retour en force comme leader de la communauté. Et c'est à ce titre qu'on va lui parler en direct dans quelques instants. On parlait un petit peu la semaine dernière de la naissance d'une nouvelle coalition. Des maires, des préfets, des gens du milieu des affaires également ont fondé ce qu'on appelle la coalition Union 138. Le porte-parole, c'est le maire de Charlevoix, parce que la 138, c'est pas juste sur la Côte-Nord. Hein, c'est ça. Ça va jusqu'à Québec et même au-delà. Donc, dans Charlevoix aussi, on est très préoccupé par la sécurité entourant la route 138. Ce regroupement réclame des améliorations. Va-t-il prendre position dans nos grands dossiers comme la construction d'un pont enjambant la rivière Saguenay entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine ou le prolongement de la route 138 en Basse-Côte-Nord? En tout cas, on s'entretient avec le maire de Saint-Siméon, Sylvain Tremblay, porte-parole de la coalition Union 138, vers 12h28 sur nos ondes. Ensuite, on fait le bilan d'abord du Ciné 7. Oui, tout à fait. On va recevoir la responsable des communications au festival Ciné 7, Nadia Dorval, qui va venir nous faire le bilan. En fait, c'est un bilan très positif pour cette 28e édition de Ciné 7. Des augmentations d'achalandage à la billetterie et du côté du Ciné-Centre et du côté du Cinégraphe à Port-Cartier. Je pense aussi que la cérémonie de clôture, ils ont ramené ça. Je pense que ça a été vraiment apprécié. Il y avait, on dit 360 personnes pour regarder le documentaire Innu Nikamu chanter la résistance. Puis d'avoir choisi quelque chose de chez nous aussi, ça c'est un bon coup. Bref, le festival là, qui a très bien fonctionné. Donc pour en jaser, on recevra Nadia Dorval à 12h40. Et le président du comité organisateur du tournoi de hockey Ferro optimiste de cette île, Pierre Gilbert, sera avec nous en fin d'émission. Plus de 6000 personnes cette fin de semaine. Encore un bon tournoi Ferro. La popularité de cet événement ne se dément pas d'une année à l'autre. Donc, on va en parler plus en détail en fin d'émission avec Pierre Gilbert. Et avant cette série d'entrevues, on vous présente un bulletin d'actualité complet. Actualité Pure FM. Oui, en mentionnant d'abord que le Sept-Îlien Bernard Gauthier a été acquitté vendredi au Palais de justice. Le juge François Paré a conclu qu'il n'avait pas fait de placement syndical illégal en vertu de la loi sur les relations de travail dans l'industrie de la construction. Le juge admet qu'un chef de chantier peut demander des informations à un représentant syndical concernant un travailleur. Il constate qu'il n'y a pas de preuve hors de tout doute que Bernard Gauthier a profané des menaces ou commis des gestes d'intimidation.
Les organisateurs du 28e Festival international du film à Sept-Îles sont fiers de la croissance des recettes et de la popularité du Off Festival. Le Ciné-Centre a enregistré 6165 entrées pendant les 9 jours du Ciné-7, alors que le Cinégraphe de Port-Cartier enregistre une année record avec une hausse de 34% à la billetterie. Les films québécois La Petite Fille qui aimait trop les allumettes, français Folle de joie et britannique Mise à mort du cerf sacré ont gagné chacun 2 prix. Le jury a évalué 30 films projetés sur 9 jours pour distribuer une dizaine de prix. Plus de 300 personnes ont assisté hier après-midi à l'événement de clôture à la salle Jean-Marc Dion. Le film Inou Nikamou chanter la résistance et son réalisateur Kevin Bacon-Hervieux ont obtenu les éloges du public inou et non autochtone. Le documentaire redonne vie au fondement du festival qui rassemble plusieurs nations à chaque mois d'août sur les décombres de l'ancien pensionnat de Maliotenam. Valérie, l'ex-joueur de la Ligue nationale de hockey, Simon Gagné, et l'arbitre québécois professionnel Johnny Murray se sont rendus à La Romaine, en Basse-Côte-Nord, vendredi. Ils ont dirigé 2 séances d'entraînement des jeunes joueurs de hockey de la communauté Innu à l'initiative de la compagnie Air Liaison. Les 2 pros ont pris le temps d'échanger avec les jeunes et de signer des autographes. Simon Gagné portait sa bague de la Coupe Stanley, remportée en 2012 avec les Kings de Los Angeles, lui qui a fait une très bonne carrière, là, entre autres avec les Flyers de Philadelphie. Johnny Murray venait juste d'arbitrer la veille le match de la Ligue nationale entre le Canadien de Montréal et les Hurricanes au Centre Bell. Il s'est rendu s'endormir à La Romaine vendredi pour motiver les jeunes, là, redonner, comme il dit, entre autres dans le Journal de Québec, il y avait un article cette fin de semaine. Ça devait vraiment être exceptionnel. La Romaine, c'est une communauté d'environ 1100 citoyens, une communauté principalement, majoritairement Innu, isolée en Basse-Côte-Nord. Sept-Îles a remporté 4 bannières au 41e tournoi de hockey Ferro Optimiste hier. Les jeunes de Maliotenam et ceux de Havre-Saint-Pierre ont quitté avec 2 victoires en finale. Les autres bannières sont allées à des équipes d'Alma, Labbé, Pétiamit et Bécomo. Les organisateurs sont très satisfaits de la participation du public et du bon déroulement de l'événement. Plus de 6000 spectateurs payants ont franchi les portes des 3 arénas de Sept-Îles et Maliotenam. 1300 jeunes joueurs de hockey et entraîneurs étaient à l'œuvre au Ferro 2018. Parmi les joueurs qui se sont démarqués, notons le meilleur attaquant du tournoi, Tommy Arsenault du Havre. Greg Tremblay des Basques Atomes 2B a reçu le trophée Steve Duchesne à titre de meilleur défenseur. Olivier Arsenault, également des Basques Atomes de Sept-Îles, a été nommé le joueur le plus prometteur. Félix Camus des Rafales Pee-Wee A de Sept-Îles, meilleur gardien. Et Laura Leblanc des Rafales Atomes A s'est démarqué pour l'esprit sportif. François Dallaire est le récipiendaire du trophée Patrick Lemieux comme arbitre de la relève, alors que Dave Clemens a été honoré comme bénévole de l'année du tournoi Ferro. Le PDG de la compagnie Relais Nordique croit que le port d'attache du Bella des Gagnés pour la desserte maritime de la Basse-Côte-Nord doit demeurer à Rimouski. Le navire a réalisé plusieurs voyages en s'approvisionnant à Sept-Îles depuis l'imposition d'une nouvelle limite de vitesse dans le Saint-Laurent. Selon le PDG Francis Roy, les volumes de marchandises et les réseaux de distribution des fournisseurs justifient le maintien du port d'attache sur la Rive-Sud. C'est pas parce que les gens aiment mieux Rimouski de Sept-Îles, c'est les réseaux de distribution provinciaux passent par Rimouski plus que par Sept-Îles dans certains cas. Nos clients qui commandent vont commander des 2 endroits. Donc c'est un peu la loi du marché, je vous dirais, qui dicte ça. Le Bella des Gagnés complète une série de 3 voyages en prolongation de son contrat de desserte maritime. Par la suite, le transport des denrées périssables vers la Basse-Côte-Nord sera assumé par voie routière par la 389 et la Translabradorienne pour le secteur de Blanc-Sablon et par voie aérienne pour les autres communautés de la Basse-Côte. Le gouvernement du Québec subventionne diverses compagnies de transport comme Groupe Morneau et Air Borealis pour réduire le coût. Et l'Institut de Chakapèche met en ligne une 2e capsule vidéo UiPath Tout est tôt, ce qui signifie agir tôt. L'atelier d'implication parentale propose diverses activités pour soutenir le développement des tout-petits. 3 autres capsules seront proposées en février, mars et avril. La série fournit des outils aux parents des communautés Innu de la Côte-Nord. L'Institut de Chakapèche souhaite ainsi favoriser l'égalité des chances pour tous au moment où cela compte le plus, c'est-à-dire dès les premières années de la vie. Chakapèche assure aussi un soutien
soutien dans les communautés Innu avec des ressources à Girto. Et puis le chef Mike McKenzie annonce un remaniement politique au sein du Conseil d'Ouachat-Macmaliottenam. Il veut donner un nouveau souffle à l'équipe qui veille aux intérêts de la communauté Innu. Il est notre invité dans quelques instants. Attitude. Votre magasin La Liquidation, le seul magasin de liquidation sur la Côte-Nord. Les nouveautés s'en viennent. Faut faire de la place. Tout doit sortir. Et ça vaut le déplacement. Jusqu'à 50% de rabais sur certains articles. Venez voir entre autres notre département d'ensemble de chambres à coucher pour enfants et pour adultes. Obtenez aussi 50% de rabais sur nos matelas. Profitez-en et économisez. Faut faire de la place pour les nouveautés. Tout doit sortir. À votre magasin La Liquidation. 460 Place du Commerce. Les vedettes vous fascinent. Vous voulez tout savoir sur la vie trépidante de vos artistes préférés? Quels sont les potins du jour? La capsule Monde de Stars. Salut, c'est Marie-France Poulain. Je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi en fin de journée pour un résumé complet de l'actualité artistique. Vous serez les premiers informés des toutes dernières nouvelles de mondedestars.com qui regroupe le showbiz, la musique, le cinéma et l'univers des arts et spectacles. La capsule Monde de Stars. Du lundi au vendredi à 16h30 au 94.1. Bonjour, je m'appelle Nathalie Michaud, directrice des services correctionnels Côte-Nord intérimaire. Nous sommes présentement à la recherche d'agents des services correctionnels pour l'établissement de détention de Sept-Îles. En collaboration avec le Cégep de Sept-Îles, nous recrutons pour le programme de technique d'intervention en milieu carcéral. Le programme vous intéresse? Vous possédez un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent et vous n'avez pas d'antécédents criminels? Inscrivez-vous avant le 12 février. Les cours à la formation continue débutent le 19 mars. Pour plus d'informations, téléphonez au 88 962 98 48 poste 249 ou visitez le www.cecsi.ca. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Oui, le chef de la communauté de Ouachat-Macmaliottenam, Mike McKenzie, est avec nous. Bonjour, Mike. Oui. Mike, jeudi, on annonçait un remaniement politique chez Itum. Là, il reste quand même environ 1 an et demi là pour la fin de ton mandat. On est en train de se restructurer pour mettre les priorités à bonne place. Exactement. On a fait un remaniement politique jeudi dernier. C'était déjà prévu quand même. Là. J'avais déjà annoncé en novembre qu'on allait faire un remaniement politique au sein du conseil de bande de Ouachat-Macmaliottenam. Puis en tout début de mandat, j'avais quand même discuté avec mon conseil actuel qu'on allait avoir trois vice-chefs pendant le mandat. Autrement dit, j'ai eu quand même Virginie qui a commencé la première année comme vice-chef de la communauté. Par la suite, j'ai eu Jonathan Saint-Onge qui vient de finir son mandat. Puis aujourd'hui, on a nommé Antoine Manitou-Grégoire qui assumera maintenant le rôle du vice-chef au sein du conseil de bande. Oui, ça a bien à donner pour nous. Il est venu nous voir à l'Arena vendredi. On avait une émission spéciale au tournoi Ferro. C'est un gars de hockey, Antoine. Le chef aussi, je pense qu'il était avec son fils là qui goal dans le midget espoir Côte-Nord. Pour Antoine, donc faut vraiment le voir là comme une rotation là. C'est pas parce que t'as pas aimé ce que Jonathan ou Virginie ont fait finalement. Non, ça a été quand même déjà prévu, là, comme je disais en début d'entrevue, qu'on allait avoir 3 vice-chefs. Fait que je voulais quand même montrer aux élus c'était quoi aussi d'être vice-chef, puis en même temps c'était quand même le remplaçant du chef. Fait que c'est important de voir d'autres élus qui pourraient quand même un jour remplacer le chef. C'est toujours quand même le rôle du chef, c'est quand même de former aussi la relève au niveau du conseil de bande. Ouais, toute ton aventure devant les tribunaux, c'est du passé. Ce qu'il faut comprendre, on reviendra pas non plus là-dessus. On en a parlé une entrevue précédente après le verdict final au palais de justice. Là, Mike, est-ce qu'il y a quand même actuellement là, c'est ton leadership finalement. Tu mets en place les choses là pour que ça fonctionne d'ici la fin de ton mandat. Tu as perdu du temps finalement là dans ton mandat avec l'histoire juridique. C'est un peu ça. Ben c'est sûr, c'est quand même là au niveau d'un conseil, c'est important de quand tu fais un remaniement, peu importe que ce soit au niveau d'un gouvernement québécois ou fédéral, parfois il faut faire des remaniements pour mieux fonctionner au sein d'un gouvernement autochtone. C'est ce qu'on fait actuellement. Là. J'ai remanié au niveau des dossiers de chaque élu, puis en même temps de démontrer aussi aux élus parfois en changeant de dossier, des fois tu donnes un second souffle à chaque élu qui sont présents au conseil de bande. Fait que il y a ça aussi, puis il y a des dossiers aussi qui sont quand même très stratégiques au niveau d'un conseil ou peu importe un gouvernement. Puis je pense que c'est de mettre
ses élus à la bonne place, puis ses hommes de confiance ou ses femmes de confiance. C'est ce qu'on a fait actuellement avec ce remaniement politique. Oui. Est-ce qu'il y a encore deux équipes, beaucoup de discorde? Il y en a eu pendant la campagne électorale, il y en a eu après aussi. Là, pour la suite des choses, là, comme tu dis, tu mets en place les personnes en qui tu fais le plus confiance, finalement, à des rôles importants. Exactement. C'est toujours quand même là, le modèle. C'est la première fois que je fais un remaniement là, depuis quand même deux mandats que je suis ici. Puis c'est important pour moi là, de reprendre le leadership du chef de la communauté de Ouachata-Malutena. Fait que moi j'ai donné des dossiers à chacun. Fait que quand même, tout le monde a quand même des dossiers au moment où on se parle. Fait que peut-être qu'il y en a d'autres qui ont plus de dossiers que d'autres. Fait que ça a été les décisions quand même du chef. En début de mandat, j'avais quand même consulté chaque élu qu'est-ce qu'il voulait comme dossier. Fait que là, j'ai mis ça en pratique. J'ai donné des dossiers, ce qu'il voulait comme dossier des élus. Fait que là, cette fois-ci, je me suis dit, mais là, on est rendu à faire un remaniement. Le chef va décider lui-même selon leurs forces et leurs faiblesses des élus. Il y en a quand même plusieurs dossiers importants là provenant d'ITUM qu'on entend parler depuis quelques mois, quelques années. Le dossier du saumon a été très important en 2017. On en a beaucoup parlé. On a parlé beaucoup de sécurité publique aussi, éventuellement d'une SPUM régionale, tous les services sociaux, la question du logement. Tu nous l'as souligné la dernière fois. Là, il y a des problèmes importants d'habitation, des manques de logement dans la communauté Innu, tous les dossiers économie, emploi, il y a du pain sur la planche. Mike, est-ce qu'il y a un dossier qui est plus important pour toi là que tu veux vraiment réaliser d'ici l'élection de juin 2019? Ben actuellement, t'as le dossier de la rivière Moisy à régler là d'ici avant le début de la pêche. Ça, c'était vraiment important. En décembre, je pense que c'est le 13 décembre 2017, on a adopté une résolution comme de quoi qu'on allait s'asseoir avec le gouvernement de prendre une nouvelle relation de nation à nation. Ça fait une partie de la nouvelle relation qu'on va établir le dossier de la rivière Moisy. Par la suite, il y a aussi au niveau territorial qui est important, là, tu sais, la juridiction au niveau provincial. Tout ce qui est ressources naturelles appartient au Québec. Fait que je pense, au niveau de la communauté de Ouachata-Malutena, on devra se pencher de regarder au niveau des aires protégées, au niveau de plans d'aménagement territorial qu'on devra développer. Tu sais, c'est partout au niveau territorial. On regarde aussi de protéger aussi le territoire. C'est pas juste du développement. Il faut qu'il y ait un équilibre entre le développement puis la protection du territoire. Fait que c'est une préoccupation que j'ai actuellement, c'est de continuer de discuter de nation en nation avec le gouvernement du Québec. Ça va être une des priorités, je pense, du Conseil des membres. Concernant la gestion des fosses en 2018, là, comment ça va fonctionner, la PRM, les pourvoyeurs privés, le camp Adams, est-ce qu'il y a des ententes ou tout devrait se négocier avant le début de la pêche? Il reste pas beaucoup de temps? Ben c'est ça, c'est ce que je discute avec dans les prochaines semaines. On a des discussions à l'interne ici avec mon conseil. L'adoption qu'on a eue avec la résolution, quelle équipe qu'on met sur l'équipe de négociation par rapport à la rivière Moisy, ça c'est une partie. Par la suite, je parlais au niveau territorial. Puis il faut pas oublier aussi le rapport de Lefrançois là, par rapport au suicide. Ça aussi, c'est important de le mettre dans la nouvelle relation. On parlait des projets au niveau de tout ce qui a été mentionné par le rapport Lefrançois. Je pense que c'est important de le mettre en application. Ça va être une des priorités, je pense, au niveau de la table de nation à nation aussi. Oui, j'entendais deux chefs que tu connais bien de la Basse-Côte-Nord, deux chefs Innu qui sont allés à la commission Vient, je pense à Val-d'Or, en Abitibi, pour parler de la sécurité publique et des relations avec la Sûreté du Québec sur la Côte-Nord dans les communautés Innu. Avec la SPUM, on est presque à 100% là, des policiers autochtones chez vous à Ouachata-Maliotenam. Est-ce que l'idée que ça devienne un corps régional serait pas plus d'actualité que jamais actuellement? Ben c'est sûr, c'est des discussions qu'on a entre les chefs et nous sur la table où on siège ensemble. C'est important d'amener aussi au niveau d'une structure régionale, une police régionale au niveau de la nation Innu. C'est des discussions qu'on a quand même depuis 3-4 ans. Puis, il faut, je pense, aller dans ce sens-là. Mais comme qu'on parle souvent au niveau des corps policiers qu'on a actuellement, on n'a pas beaucoup de corps policiers Innu. Je pense qu'on a Ouachata-Malutena, qui est quand même très structuré. T'as aussi Pessamit, t'as aussi Isipit, puis Master-Riach. Puis tout ce qui concerne au niveau de la Basse-Côte-Nord, je pense pas que c'est tout desservi par la SQ.
Puis on devra quand même, là, avec l'annonce du fédéral, il faut vraiment analyser là, les montants qui sont alloués là, actuellement sur la table. Oui, il y a encore quand même beaucoup de mandats qui relèvent de la Sûreté du Québec, qui intervient quand même à Ouachette-Maliotenam assez souvent, même la GRC à l'occasion. Toi, t'estimes là que la structure actuelle, le rôle de la SPUM, la façon qu'on fonctionne, c'est à peu près l'idéal pour une communauté autochtone enclavée dans une ville, là? C'est sûr, c'est toujours... au niveau de la SPUM, c'est toujours un manque de financement qu'on a. On maintient quand même le service, mais il faudrait quand même évaluer en matière de sécurité publique, là, au niveau des interventions versus avec la Sûreté du Québec, ils sont très différents. On a tellement de dossiers par rapport aux financements qui sont donnés. Je pense que Ouachette-Maliotenam a plus d'interventions que la SQ en territoire de cette île. Je pense que la sécurité publique, le ministre Coiteau devra réviser au niveau des engagements qu'ils ont auprès des Premières Nations, parce que quand même, nos corps policiers sont formés. Ils ont de la formation à Nicolette, puis ils vont chercher de la formation comme les policiers de la SQ. Oui. En termes d'économie, d'emploi, là, pour Ouachette-Maliotenam, il y a quand même, on a eu la nouvelle la semaine dernière de la création d'une aile autochtone, des entrepreneurs autochtones au sein de la Chambre de commerce de cette île. On va continuer de pousser en matière d'économie, d'emploi et de formation aussi, hein, parce qu'on a mis beaucoup d'énergie et d'argent dans l'éducation au cours depuis que Mike est en poste au Conseil de bande. C'est ça, c'était vraiment une importance en matière d'éducation, peu importe. Je pense que ce soit les Premières Nations des Québécois, je pense que la priorité première devrait être l'éducation, tu sais, pour préparer la relève, l'autonomie d'une communauté passe par l'éducation. Puis pour moi, comme chef de Ouachette-Maliotenam, c'est important de miser. On a misé 3 agrandissements d'école, plus le centre de formation. On a mis au-dessus de 15 à 20 millions en matière d'éducation et d'infrastructure. Et former les gens, c'est bien, mais il va falloir qu'il y ait de l'emploi au bout de ça. Ça aussi, ça se passe bien pour toi. Là, il y a le projet éolien qui va peut-être contribuer, mais les Autochtones, souvent, ils travaillent aux mêmes endroits que les autres, là, chez Alouette, un peu partout dans l'industrie minière. C'est là qu'on voit leur avenir? Exactement. Faut continuer aussi à prendre notre place, que ce soit à la minerie Alouette ou peu importe des projets de développement qu'il y a. Puis on a des discussions avec la ville de Sept-Îles, avec le maire Pognier, fait que on a des enjeux communs là, qu'on regarde dans les prochaines semaines de se rencontrer entre conseils, fait que ça en était une priorité aussi de voir faut diversifier l'économie. Là, c'est pas juste penser aux mines, il y a d'autres choses qu'on peut développer ensemble, fait que c'est dans cette direction-là que moi aussi, que j'aimerais continuer avec la ville de Sept-Îles. Oui, entre autres, il y a une année record qui s'en vient là dans le tourisme au niveau des croisières. Les Inuits sont très présents avec la corporation Destination Sept-Îles, Nakawi Nanou. On travaille quand même assez bien ensemble dans ces dossiers-là touristiques. En terminant, Mike, j'imagine que le rôle du chef, ça va être beaucoup là d'aller chercher le maximum de revenus, de financement du fédéral. On t'a parlé, entre autres, du rapport Lefrançois. Il y a plein de choses qu'on voudrait appliquer. Ça prend toujours de l'argent. Le fédéral vous en donne pas nécessairement toujours assez non plus, hein? Non, c'est sûr, c'est toujours aller chercher de nouveaux projets pour la communauté, des besoins aussi, hein, c'est important, là. Puis en matière de revenus autonomes, on injecte un peu partout, là, en matière d'infrastructures communautaires, en matière de programmes sociaux. Je pense qu'on devra se pencher beaucoup, au moins la prochaine année, je pense, au niveau de logement, puis d'investir au niveau des programmes sociaux et éducatifs et culturels dans la communauté. Combien est-ce qu'on vous donne à peu près? On gère combien du côté d'ITUM par année? Là, c'est quand même important, les budgets. Nous autres, on gère avec nos filiales près de 100 millions par année ici à Ouachette-Maliotenam. OK. Il y a beaucoup d'enveloppes protégées qu'on peut pas transférer de l'argent d'un poste budgétaire à un autre aussi. Ça doit être comme ça souvent, hein? Exactement. Mike McKenzie, chef de la communauté de Ouachette-Maliotenam, bonne fin de mandat. Merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous. OK, merci. Bon dîner. Bon après-midi à tous. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Le 94.1 Pure FM vous présente le marché aux puces 2 fois par jour, du lundi au vendredi. Vous voulez vous départir d'un objet qui pourrait faire le bonheur de quelqu'un d'autre ou rechercher quelque chose que vous ne trouvez nulle part? Passez nous voir au 365 Boulevard Nord. Salut Mélanie. Salut. On se connaît? Super bien.
Je suis Steve, ton voisin de palier. Steve, le gars de party, comme toi. Hier, t'étais vraiment hot au bar, là. T'as même gagné le concours de shooter. Je te parle pas du reste. On recommence à soir? Pardon? Si vous ne vous souvenez plus de ce que vous avez fait la veille, Éducalcool vous rappelle que la modération a bien meilleur goût. Il y a des matins. Allô, c'est Valérie. Tous les matins de semaine, j'ai le bonheur de commencer mes journées avec vous dès 6 heures. Actualité artistique, nouvelles locales, sujets qui vous touchent, le tout accompagné d'une dose de bonne musique et de bonne humeur. Je vous attends du lundi au vendredi de 6h à 9h. Pur FM 94.1. Côte-Nord. Attitude. Valérie, on va parler d'une nouvelle coalition Union 138. C'est le maire de Saint-Siméon dans Charlevoix qui en est le porte-parole. Il y a plusieurs maires, des préfets, des gens du milieu des affaires également qui ont participé à la fondation de cette coalition Union 138. On surveille, on est préoccupé par la sécurité. Monsieur Sylvain Tremblay, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Tremblay, c'est un peu comme ça que ça a pris naissance. Je pense que c'est des gens de Sacré-Cœur qui étaient les premiers à vouloir créer une telle coalition, quoi. Oui, effectivement, il y a plusieurs personnes de la société civile qui ont dit, je crois on nous oublie un petit peu concernant la sécurité sur la route 138, puis évidemment, dans ça aussi, il y a toute la discussion là qui est remise au goût du jour, qui est la question du pont, et aussi la question de finir la route 138 pour désenclaver Terre-Neuve puis le Labrador. Donc, les éléments de sécurité, c'est notre priorité, mais dans ces dossiers-là, on peut comprendre que le pont est aussi au cœur du sujet là, de nos demandes par rapport, évidemment, au palier de gouvernement. Est-ce qu'il faut conclure que c'est une coalition qui va aller dire au gouvernement du Québec, entretenons convenablement ce qu'on a déjà comme route, là, qui a des tronçons qui n'ont pas d'allure, avant d'investir sur un pont ou de la poursuivre plus loin? C'est un petit peu ça, quoi? En fait, je vous dirais qu'un va pas sans l'autre. Je pense que si demain matin, on décide de commencer à regarder la question du pont, les approches sont aussi importantes que le pont lui-même. Puis de toute façon, avec les nouveaux navires, on sait qu'il y a toujours la question du fameux syndrome de la traverse qui crée des pelotons. Puis en augmentant la sortie de véhicules, de passer de 75 à plus de 100, ça ne va faire qu'augmenter la problématique de sécurité parce que la route 138, surtout dans ses approches entre Baie-Sainte-Catherine-la-Malbaie et de l'autre côté, Tadoussac jusqu'à Bergeronne, il n'y a pas d'endroit spécial pour dépasser. On est sous les normes au niveau des routes nationales, puis on sait que cette route-là est aussi très importante au niveau du camionnage, peut-être même une des plus importantes au Québec, et ça crée des problématiques, et d'autant plus qu'on a des différentes clientèles, particulièrement l'été, évidemment, beaucoup de touristes qui sont en passage puis qui vont vers la 3e destination internationale du Québec, c'est-à-dire les croisières aux baleines. Ça crée un mix qui est très potentiellement dangereux. Oui, vous le dites dans votre communiqué d'ailleurs, là, c'est une voie économique, c'est une voie touristique, c'est notre seule voie de circulation aussi quand on est dans Charlevoix et sur la Côte-Nord vers les grands centres là pour être désenclavé. Donc la 138, elle est très importante pour les gens là. Valérie et moi, on est à Sept-Îles là. Quand on s'en va à Québec, on en a pour un bon 7 heures minimum, Valérie, 6h30, 7 heures comme faut là. Dépendamment à quelle vitesse tu roules. Il y a effectivement des tronçons moins le fun que d'autres. La coalition, j'imagine, on va sortir toutes les statistiques quand vous parlez de camionnage, de circulation, de tronçons là qui sont pas conformes. On va tout mettre ça en pleine face du gouvernement d'un document, quoi? Je pense que d'abord, c'est commencer à parler avec plusieurs voix. La société doit à un moment donné réagir, puis c'est un peu le véhicule sur lequel on veut travailler, mais on travaille aussi avec les élus déjà. On sent une grande mobilisation de la Côte-Nord, de la Haute-Côte-Nord, et même du Labrador et aussi de Charlevoix, de la Côte de Beaupré, pour commencer à discuter sur cet enjeu-là qui est le nerf de la guerre, qui est notre espèce d'artère poumon là, qui va faire en sorte qu'on va se développer avec la même équité que les autres régions ont eu. Je vous rappelle, Saguenay-Lac-Saint-Jean, 150 000 personnes, ils ont eu la 175, 4 voies de large jusqu'en haut. Il y avait eu beaucoup d'accidents sur cette route-là, puis c'est quand la société civile s'est mise en marche pour faire comprendre l'importance que ça a,
qui ont réussi à obtenir ce genre d'investissement-là. Alors, il faut aussi que nous autres, on travaille tous ensemble, que les gens s'investissent aussi à dire non, c'est assez. Nous autres aussi, on mérite d'avoir des investissements comme le pont Champlain, comme les travaux majeurs qu'on est en train de penser. Troisième lien du côté de la ville de Québec. On parle des endroits aussi ailleurs, même au Canada. Il faut impliquer aussi le gouvernement fédéral. Puis pour ça, il faut que la société civile se mobilise. C'est ce qu'on veut faire, nous autres, du côté de la coalition Union 138. Comment ça que ça arrive à ce moment-ci? Ça aurait pu se faire bien avant. Vous parlez de l'exemple du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Effectivement, là, ils ont eu une route de luxe. C'est vrai que le parc des Laurentides, c'était pas le fun non plus avant ces travaux-là. Mais sur la Côte-Nord, ça fait dur par endroits, là. Et on s'est toujours mobilisé sans vraiment s'unir, quoi. Chacun essayait de tirer un peu, d'avoir le plus de budget possible dans son coin, dans sa MRC. Moi, je vous dirais que c'est sûr, on a des grandes distances. C'est très rare qu'on ait à discuter ensemble. Par exemple, moi, c'est sûr, je suis l'élu qui travaille beaucoup avec d'autres régions, puis ça prend des fois un certain leadership pour être capable d'aller voir ailleurs. C'est difficile des fois d'être capable de se mettre ensemble, mais là, je crois qu'on est à un momentum. C'est sûr qu'il y a des élections aussi provinciales qui s'en viennent. Il y a des investissements importants que le fédéral est en train de faire. Mais il faut que ce projet-là, non seulement la route, mais je pense le pont aussi sur la rivière Saguenay, ça devienne un enjeu pour développer le Québec et pas juste, par exemple, la ville de Bécomo ou Sept-Îles. Ouais. Même désenclaver Terre-Neuve, je trouve que c'est déjà un discours qu'on peut tenir qui va faire en sorte que on va commencer à à entendre parler de nous autres du côté du Canada, parce qu'on est la seule voie qui est capable de développer l'important territoire que peut être le Labrador, Terre-Neuve et la Haute-Côte-Nord. Mais ça, là, ça prend justement un momentum, des gens qui veulent travailler ensemble, puis commencer à porter ce flambeau-là, même au niveau national, pour dire, c'est pas juste un enjeu pour les villes de l'extrémité de la route, c'est pas juste pour Havre-Saint-Pierre, c'est vraiment pour développer le Québec. Si on veut le développer, il faut le développer sur l'ensemble du territoire, puis le nôtre, il est sous-développé. Oui. Puis il n'y a pas de raison qu'il le soit. Mais ça, il faut aussi que nous autres, la société civile, on le parle haut et fort, qu'on le comprenne nous-mêmes ensemble, que pour débloquer le tuyau du bas, il faut aussi que le tuyau d'en haut soit débloqué, soit prêt. Fait que ça, là, c'est ce qu'on essaie de faire, nous autres, de faire convaincre les gens de la Côte-de-Beaupré, même de la ville de Québec, pour dire, ce projet-là est très important pour l'ensemble des Québécois et des Canadiens. Oui. Et qu'est-ce qu'on souhaite exactement dans Charlevoix, là? Il y a des tronçons précis qu'on a identifiés ou si c'est dans l'ensemble, c'est des 3 voies, 4 voies de dépassement qui manquent chez vous, là. C'est très en montagne, puis il y a beaucoup de camionnage. Les camions, on sait des fois, ils montent pas vite les côtes, là. C'est fatigant d'être en arrière de ça. C'est un peu la même chose, là, dans le secteur Haute-Côte-Nord. C'est ce qu'on souhaiterait en priorité, quoi? Oui, effectivement, il y a des secteurs là qui n'ont pas eu il y a eu beaucoup d'investissements jusqu'au massif entre Côte-de-Beaupré, la côte aussi, jusqu'au massif, jusqu'à Baie-Saint-Paul. Mais entre Baie-Saint-Paul et la Malbaie, ça reste à travailler. Puis particulièrement entre le pont de la Malbaie jusqu'à Baie-Sainte-Catherine, il y a eu quand même des morts, puis il y a aussi eu des problèmes là, importants de camionnage là, où il y a eu des dangers particuliers. Ça, on sent là que ça serait le temps qu'on mette l'argent disponible pour être capable au moins de la mettre même aux normes, parce qu'il y a des courbes qui sont même pas aux normes. Ouais. Puis ça, c'est un travail de longue haleine, vous le savez. Ouais. Puis au niveau des traversiers, même l'arrivée des nouveaux traversiers, ça réglera pas le syndrome de la traverse, là, si je comprends bien. En fait, ça va l'amplifier, parce que même si on embarque beaucoup plus, en fait, on va embarquer près de 100 véhicules, plutôt que 60, 70, mais ça va débarquer avec deux sorties. Ça va faire en sorte qu'il n'y a pas plus d'endroits pour dépasser, par exemple, entre Baie-Sainte-Catherine et la Malbaie. Alors, les gens vont s'impatienter, le camion, ça sort par peloton, puis ça fait que ça crée des difficultés importantes, puis on l'a vu à plusieurs reprises. Donc, les nouveaux navires, ça va amplifier la chose. Ouais. 2, quand on voit que les navires ont été commandés à 125 millions. On est presque rendu à 300. La côte de Tadoussac doit être refaite. On parle de 50 millions pour la refaire. Je ne sais pas trop d'ailleurs comment on va la faire. Ça cause des soucis énormément aux citoyens, des questionnements importants sur
même le côté paysage de cette 3e destination touristique au Québec au niveau international. On n'a pas beaucoup de discussions avec la société civile. Je vous rappelle qu'il n'y a pas eu, par exemple, de consultation publique pour l'achat de nouveaux navires, alors qu'on aurait pu consulter à ce moment-là, mais ça n'a jamais été fait. Puis on n'a pas de discussion sérieuse sur la question du pont. On a sorti quasiment un document bidon qui a pris quasiment une étude qui a pris 5 ans, qui n'a pas été capable d'être déposé à l'Assemblée nationale à cause justement du délai. Il y a une promesse de M. Couillard de créer un bureau. Là, peut-être ça va nous permettre d'avoir tous les documents qu'il faut. En terminant, M. le maire de Saint-Siméon, c'est quand même une première, une telle concertation entre Charlevoix et la Côte-Nord. Il y a peut-être de l'avenir là-dedans pour d'autres dossiers, entre autres économiques, touristiques, de travailler ensemble quand même, 2 régions côte à côte comme ça. Mieux que ça, je vais vous dire, moi, j'ai travaillé sur le patrimoine mondial UNESCO pour la reconnaissance du fjord. On a travaillé les 3 régions autour parce qu'on n'a pas tendance à se parler, on communique pas alors qu'on se ressemble énormément sur nos enjeux. Puis ça a été un plaisir de travailler avec les 2 régions. Puis je pense qu'on a tout intérêt à travailler ensemble et particulièrement justement parce qu'il nous ressemble, c'est la fameuse route 138. Oui, ça prenait la chaotique route 138 pour qu'on se parle comme ça. On va vous souhaiter un bon G7, Monsieur Tremblay. Avec plaisir, merci. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Centre Hi-Fi Groupe Select, Sept-Îles. On s'en va chez Pascal Automobile rejoindre Paul Bouffard. Salut Paul, comment s'annonce la nouvelle année chez vous en 2018? Salut Valérie, on peut dire que ça commence fort. Nous avons fini 2017 en feu et nous revenons à la charge avec l'événement Nouvelle année, nouveau volant de GM. Ça représente quoi comme bonne nouvelle ça? On débute l'année avec des offres en location à tout casser sur tous nos GM 2018. Nous ajoutons un crédit de 1500 $ sur nos offres déjà alléchantes. Cela permet des économies pouvant atteindre 3 750 sur des 2018, en plus de taux de location déjà réduits. Mais si moi, j'aimerais acheter mon véhicule au lieu de le louer? Il n'y a aucun problème. Les 2018 profitent déjà de taux de financement plus qu'intéressants. On parle de taux débutant même à 0 %. Il n'y a pas à dire, vous commencez en Lyon. Absolument. Que ce soit de la Spark au plus gros des camions, en passant par la Cruze, l'Equinox et tous les autres, vous trouverez chez Pascal Automobile le véhicule qui comblera vos besoins et ce, au meilleur prix. Avec tout ce choix-là, Paul, je pense que le mieux, c'est de passer vous voir. Je vous invite à venir rencontrer Maxime, Jean-François ou Michael et vous pourrez choisir ensemble le GM qui vous convient le mieux. Et vous profiterez de l'événement Nouvelle année, nouveau volant de GM. C'est une bonne idée, ça. On va aller vous voir chez Pascal Automobile au 109 Monseigneur-Blanche à Sept-Îles. On vous y attend et bonne année à tous vos auditeurs. Vous avez une petite entreprise ou dirigez un organisme sans but lucratif? Embauchez un étudiant pour l'été avec l'aide financière du gouvernement du Canada. Les employeurs du secteur public et les petites entreprises de 50 employés ou moins à temps plein peuvent recevoir 50% du salaire horaire minimum. Les employeurs du secteur sans but lucratif peuvent recevoir 100% du salaire en plus des charges sociales. Vous avez jusqu'au 2 février pour faire votre demande au programme Emploi d'été Canada. Pour en savoir plus, visitez canada.ca/emploi au pluriel été Canada. Un message du gouvernement du Canada. Cette année, déménager n'aura jamais été aussi facile. Chez Multilogie et Multibloc, on vous offre confort et sécurité à plusieurs adresses au centre-ville. Pour faciliter votre emménagement chez Multilogie, on a même une remorque à votre disposition et avec Multilogie et Multibloc, sous certaines conditions, obtenez 1 mois gratuit à la signature du bail. Venez nous voir au 685A rue Giasson, appartement 1 ou contactez-nous au 88 968 3343 et suivez-nous sur Facebook. Votre magasin La Liquidation, le seul magasin de liquidation sur la Côte-Nord. Les nouveautés s'en viennent. Faut faire de la place. Tout doit sortir. Et ça vaut le déplacement. Jusqu'à 50% de rabais sur certains articles. Venez voir entre autres notre département d'ensemble de chambres à coucher pour enfants et pour adultes. Obtenez aussi 50% de rabais sur nos matelas. Profitez-en et économisez. Faut faire de la place pour les nouveautés. Tout doit sortir. À votre magasin La Liquidation. 460 Place du Commerce. Attitude. Jean, c'est le moment là de faire le bilan de tout ce qui s'est passé en fin de semaine chez nous. Il y avait beaucoup d'activités. Entre autres, le 28e Festival du film Ciné7 qui a été un beau succès. Pour en parler, on reçoit la responsable des communications au festival, Nadia Dorval. Bon midi. Bonjour. Pas trop fatiguée de ce marathon de cinéma qui s'est terminé hier? Non, ça va. Je me suis couchée un petit peu tard. Je suis allée voir un dernier film hier en finissant là vers
ça finit vers 11h le soir, là, finalement, mais non, pas trop fatigué, mais on est bien content de cette 28e édition. Ouais, parce que je pense que le comité peut dire mission accomplie, hein, avec ce bilan qui est très positif du festival. C'est des hausses d'achalandage et au Ciné-Centre à Sept-Îles et au Cinégraphe à Port-Cartier. Oui, au Cinégraphe, entre autres, c'est une année record en 13 ans. C'est en fait, c'est 600 entrées qu'ils ont comptabilisées, donc une augmentation de 34%. Et du côté de cette île, là, on a eu quand même pas mal d'entrées. Là. En fait, en tout, c'est 6165 entrées pendant les 9 jours du festival. Qu'est-ce que tu penses qui explique ça, le fait que les gens sont allés plus? Est-ce que c'est programmation? Est-ce que c'est température? Est-ce qu'on a une idée là, du côté du comité un peu? Ben, je sais que l'an passé, il y a eu des tempêtes. Pendant le festival, ça n'avait pas aidé. Là, cette année, on a eu quand même du beau temps. On peut pas se plaindre. Alors, c'est sûr qu'il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de compte. Là. Peut-être des fois les choix des films, les gens qui ont le goût d'aller voir certains films. Et puis, c'est sûr que la température qui est quand même clémente pour les déplacements, ça aide. Là. Mais c'est attendu. On se retient d'aller voir des films dans le temps des fêtes. Là, on attend le festival, on attend la programmation, puis oups, quand elle arrive, ben là, on planifie. C'est ça, mais je pense en fait qu'il est bien situé dans le temps, le festival du film, selon moi. Là. Oui, c'est une période où parfois on sait pas trop quoi faire. On a le goût d'être plus à l'intérieur parce qu'il fait un petit peu plus froid. Alors pourquoi pas aller voir des bons films qu'on n'a pas habituellement, qui des fois sont pas présentés en région. Donc c'est une belle occasion. Hier, on a présenté les prix parce que oui, c'est un festival, on veut que les gens sortent aller voir des films. Il y a quand même un jury qui travaille fort, qui voit beaucoup de films, c'est un gros marathon et qui délibère pour donner les prix. Là, ils ont été remis. Toi, est-ce que t'es pas mal d'accord avec les choix qui ont été faits? Est-ce que toi, t'as d'autres coups de cœur là, dans la programmation qui ont pas été nommés? Ben, j'ai beaucoup aimé le film qui était pas en compétition, Inunikamu. Que j'ai vu hier. Vraiment magnifique film à voir, là, beau documentaire. C'est sûr qu'il était pas en compétition. Donc pour moi c'est un de mes coups de cœur. Ça a été vraiment un beau film. Là. Hier aussi, c'était vraiment une belle activité. Il y avait beaucoup de monde. Oui. Là-dessus, je vous lève mon chapeau d'avoir pris le temps d'inviter le réalisateur à Bécomo. Ils ont comme oublié de l'inviter, puis il était dans leur cours, là, il était à Bétiamit, ils ont présenté le film, puis ils ont pas invité le réalisateur. Mais c'est un peu votre mission, puis vous le jouez bien, ce rôle-là, là, de soutenir ce qui se fait localement, régionalement, au niveau du cinéma, parce qu'il s'en fait pas beaucoup non plus, du cinéma en région. Puis quand il s'en fait, on aime ça pouvoir le montrer et en être fier. Ben ça, je pense, c'est vraiment un bon coup, là, honnêtement. Là. Puis de ramener la cérémonie de clôture aussi, c'est le fun, c'est une réunion, et surtout avec ce film-là aussi. Puis ça l'a été prouvé, là. On a réuni plus de gens à la cérémonie de clôture qu'à la cérémonie d'ouverture, finalement. Ben, qui était un film qui a été tourné dans la région, et puis c'est 360 personnes qui ont assisté. Ça a mobilisé beaucoup d'Inuits aussi, bien sûr, des gens de Malio, de Ouachat. Un beau film à voir, je vous le recommande. Oui, tout à fait. Il va passer à télé, là, qui disait au début du visionnement. C'était notre invité jeudi, Kevin Bacon-Hervieux, puis comme le soulignait Tommy Auger, ce gars-là, il y a un sens de l'image. Là. Il y a de l'œil, comme on dit. Oui, le montage. C'est beau, en plus d'avoir un contenu, un message très clair sur l'histoire du festival, sur les pensionnats, hein, parce que c'est sur le site de l'ancien pensionnat, ça fait que c'est tout ça qu'il y a derrière Inunikamu, elle est là, la résistance, mais c'est un gars qui a de l'œil, puis qui nous montre des belles images, qui a fait de la recherche, il y a des belles archives aussi dans son film. Oui, c'est vrai. J'ai déjà hâte de le revoir. Je pense qu'il faut, oui, hein. Je pense qu'il faut absolument souligner le Off Festival aussi, parce que, on a décidé, c'est depuis l'an passé, que ça existe, le Off Festival, des activités hors les murs qui nous préparent finalement. Et ça a été, encore une fois, très apprécié, je pense, et même plus que l'an passé même. Hein. Oui, on a eu 530 personnes en tout qui ont assisté aux activités, aux différentes activités. Et parmi les plus populaires, il y a eu le match d'improvisation. Les gens aiment beaucoup ça, l'improvisation ici. Et puis, là, c'était à saveur parce qu'il y a des bonnes joueuses. Oui, c'est ça. Elle était même pas là ce soir-là. Ah, elle était pas là, la bonne joueuse. Il y en a d'autres, il n'y a pas juste celle que t'as pensé que je pensais. Et parmi les autres activités là qui ont été un grand succès là, c'est la projection de courts-métrages autochtones au musée Chapitoine.
il y a eu 120 personnes qui se sont présentées. Et puis, sinon, les autres activités, là, il y a eu pas mal de monde aussi. Il y en avait des nouvelles activités comme la projection de films de Glisse, la Galix, là, ça c'était nouveau cette année. Il y a eu quand même 70 personnes qui ont assisté à ça. Donc, on est très contents. Ben oui, donc c'est un très, très beau bilan pour le 28e Festival du film. Bon, là, on va laisser l'équipe se reposer, je crois, mais est-ce qu'on pense déjà à la 29e édition de votre côté? Ah c'est sûr qu'on va être là l'année prochaine. On va se laisser un petit peu de temps pour prendre un petit peu de repos, mais on va être de retour à l'automne prochain pour préparer cette programmation-là. Ben c'est super, la même gang, vous avez bien fait ça. Ça fait que je sais pas, je suis sûr qu'il y en a qui sont pas levés encore là, qui sont organisateurs. Tout à fait. C'est vrai, je viens de voir là, j'ai oublié de parler parce que ça aussi c'est une belle activité, des ateliers dans les écoles primaires qui s'appellent l'œil cinéma. Beaucoup d'élèves qui ont droit à ces ateliers-là, comment ça se déroule ça, ces ateliers-là? Ça se passe aux écoles. Je connais pas exactement tous les détails parce que c'est pas moi qui m'occupais de ça. Par contre, je sais que c'est pour initier les jeunes au métier du cinéma, donc ça peut leur faire découvrir l'envers du décor. Et puis, il y a eu quand même pas mal de monde qui ont participé. En fait, 510 élèves là, de cette île là, qui ont de Ouachette-Mayotanam et de Port-Cartier qui ont participé à ces ateliers-là. On prépare la relève du cinéma, la relève de Kevin Bacon-Hervieux finalement, qu'on a pu voir. Il y avait la gang de Wapikoni qui ont eu une soirée au musée Chapoutoine aussi. Ça aussi, c'en est de la relève. On effectivement. se pratique avec comment qu'on appelle ça, des producteurs ambulants finalement. Hein? Ils se promènent de communauté en communauté pour produire des petits films. Bref. C'est à la mode, les courts-métrages. Bravo à toute l'équipe du festival Ciné 7 d'avoir encore une fois pu réaliser un beau festival comme ça. Nadia Dorval, responsable des communications. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. Oui, et merci. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Saviez-vous que la majorité des incendies mortels surviennent dans les résidences? Dans la plupart des cas, les pompiers ont constaté qu'il n'y avait pas d'avertisseur de fumée ou encore que celui-ci n'a pas fonctionné, souvent en raison d'une pile absente ou épuisée. Rappelez-vous qu'un avertisseur de fumée et une pile en bon état, c'est comme avoir chez soi un pompier qui surveille 24 heures sur 24. Aujourd'hui, pensez à changer la pile de votre avertisseur de fumée. Une invitation de votre service municipal de sécurité incendie et de votre station de radio locale. Les douces soirées Pure FM. Allô, c'est Valérie. Quoi de mieux pour terminer la journée que de se détendre avec les meilleures balades? Pourquoi je souris quand tu ris? Je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai. Ce sera nous dès demain. I'm still loving you. C'est un rendez-vous du lundi au jeudi de 19h à 21h dans les douces soirées Pure FM. Pure FM. 94.1. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. On passe des arts au sport, Valérie. Le succès aussi du tournoi Ferro cette fin de semaine. Le tournoi Ferro optimiste avec plus de 6000 entrées dans les arénas de Sept-Îles et Maliotenam. Beaucoup d'émotions hier autour des séries, des finales du tournoi Ferro. Quand même 12 catégories. Pierre Gilbert, bonjour. Bonjour. Au niveau du comité organisateur, on n'est pas trop épuisé ce matin? Ouais, le gars, il dormait sa chaise, là, d'autre bord. Ça va pas si pire. Pas si pire, ouais, on a trouvé les énergies pour passer au travers. Il n'y a pas eu d'anicroche non plus, hein. Faut dire, à part la classique, là, mais on a toujours le plan B qui est prêt, là, quand on organise un événement plein air comme ça. C'est sûr que sur 130 parties, on a toujours des petits instants de parcours, des fois, qui nous arrivent, là. Le principal, c'est qu'on puisse les régler à la satisfaction des gens qui en sont concernés, mais dans l'ensemble, je pense que ça a bien été. Là. Le pire qui peut arriver, Carl Boisvert nous le disait vendredi, là, c'était l'année où on avait eu des problèmes avec le Labrador, ou les tempêtes de neige en début de tournoi, là, quand les gens sont sur la route, mais ça s'est pas présenté en fin de semaine. On a eu un incident, à Malio, vendredi, le tableau indicateur a complètement arrêté, mais finalement, ça s'est réparé peut-être au bout d'une demi-heure, mais tu sais, c'est des petites choses comme ça, des fois, que tu penses pas qu'ils peuvent t'arriver, puis bang, d'un coup, ça arrive, là, mais
Au niveau des résultats, on a rétabli une certaine logique avec 4 bannières pour Sept-Îles. Je pense que l'année passée, on n'en avait pas de bannière à Sept-Îles. Mais en même temps, ça démontre ce que c'est. Hein? Tout le monde a la même chance quand on s'inscrit au tournoi Ferro. Oui, surtout que cette année, Sept-Îles, on dit 4 bannières, mais il était en finale, presque dans 8 catégories, ce qui est pas arrivé depuis quelques années, c'est bien évident. Je pense que l'an passé ou l'année dernière, comme tu dis, qu'il n'y avait eu aucune bannière. On peut le rappeler, hein, c'est comme les divisions qui font que ça reste toujours intéressant. Je regardais les résultats, les finales, là, c'était toujours par l'écart. Il y a peut-être eu un match de 6-2 ou 8-2, là, la baie contre Sept-Îles, mais les autres, c'était très souvent par l'écart d'un seul point, là, le résultat final. Faut dire que c'est bien arrangé, hein, le atome B, atome A, atome 2B. Ça veut dire que les joueurs, même si on a des villes plus petites que d'autres, se ramassent pas mal dans des équipes de même force. Bon, c'est sûr la région et même la Ligue là, essaie toujours que d'équilibrer, si on veut, les équipes le plus possible en fonction du nombre de joueurs qu'il y a dans chaque zone. Comme tu dis hier, le Pee-Wee B, Sept-Îles contre Passamit, je pense que Passamit menait 2-0 avec 3 minutes à jouer. Et Sept-Îles l'a emporté en supplémentaire. Alors, tu sais, ça a été des parties, là, pratiquement toutes, comme tu dis, toutes les catégories ont été serrées, là, 1 but, 2 buts. Alors, ça a tenu les gens, là, en haleine durant toutes les finales dimanche. Ouais, c'est ça. Même des communautés plus petites, comme Havre-Saint-Pierre qui repart avec 2 bannières, finalement, dans certaines catégories. Il est en finale dans 2 autres catégories. On le voit qu'on peut... C'est pas toujours les grosses villes, finalement, hein. Bécomo, une seule bannière, puis Havre-Saint-Pierre, 2 bannières, puis c'est pas des populations comparables, pourtant. Non, mais c'est sûr que d'une année à l'autre, ça change. Des fois, 2 ans, ça change aussi en termes de joueurs. Bon, ça, c'est le naturel des choses là, qui fait que ça change, ça passe d'un à l'autre finalement. Quel bilan on fait de l'intégration de la nouvelle catégorie première quand même où on intègre du scolaire là, le juvénile scolaire avec nos 3 écoles secondaires de Sept-Îles, Ouachat qui s'affrontaient. C'était le fun quand même, hein, comme petit tournoi là. Ah ouais, ça a été une belle surprise, c'est le fun c'est du bon calibre. On a eu cette activité-là. Secondaire 5, là, ça s'est joué au hockey quand même. C'est pas seulement que ça, c'est plusieurs joueurs d'anciens joueurs midget, si on veut, midget A, midget 2B. Alors toutes les parties sauf la finale, malheureusement, c'était terminé avant par un but seulement. Alors, puis t'as plusieurs joueurs dans cette catégorie-là qui ne font pas du hockey civil. Donc, ça nous a amené une clientèle qui serait pas venue normalement au Ferro. Les joueurs, même peut-être que les joueurs seraient venus faire un tour pareil pour voir leur chum, là, mais les parents, les professeurs, les amis à l'école qui les connaissent. Alors, ça a été une belle catégorie. On espère pouvoir peut-être renouveler ça l'an prochain, puis on verra l'ampleur que l'hockey scolaire va prendre là, dans les prochaines années. Le Ferro, c'est une belle occasion de montrer que Sept-Îles est une ville centrale, une métropole au niveau régional. Hein. On a les équipes de plus bas, on a les équipes de Bécomo, de la Haute-Côte-Nord, du Nord parfois. C'est un beau rassemblement finalement hein, à l'Arena au cours de la fin de semaine. On l'a bien senti, là, on entendait des accents cayens, des accents de comme on dit souvent. d'Inou aussi, beaucoup d'équipes Inou quand même. Même pour Bécomo, là, souvent toutes les équipes de la région vont faire leur tour parce que des fois on a plusieurs équipes dans la même catégorie. Alors c'est pas tout. Les catégories, si on veut, se divisent les tournois, mais donc comme tu dis, en même temps les gens se font un bon social. Là, on se revoit durant le Ferro puis on passe plusieurs heures ensemble à discuter. Alors c'est fun pour ça aussi là, pour pas seulement l'aspect hockey pour les jeunes, mais l'aspect social qui en découle autour. Ouais. Vous avez une bonne organisation, là, jeudi, hein, le club optimiste aussi, à peu près tous les membres s'impliquent quand sont là puis sont disponibles. Tout ça fait en sorte là qu'on a un tournoi bien organisé. Finalement, on a aussi remis des hommages individuels. Pierre, hier, on peut les mentionner. Là, comment ça fonctionne? On a un comité hockey, qui distribue le meilleur joueur offensif, meilleur joueur défensif. Faut quand même évaluer l'ensemble du tournoi, là, pour ça. Là. On va chercher dans des catégories bien différentes. C'est sûr que les statistiques souvent peuvent nous aider, là, dans ce genre de choses-là. Aux feuilles de match, un peu. Pourtant, pour les joueurs, les sportifs, on voit un peu aller tout le monde, puis à un moment donné, on se fait une idée sur quelques joueurs pour en choisir un, là. Mais c'est sûr que c'est pas évident, là, de choisir tout ce monde-là. Mais en tout cas, finalement, on se sentit toujours quand même pas si pire, là, à la fin du tournoi. Pour nous, pour notre bénévole à nous, pour le Ferro, c'était Dave Clemens. Dave qui est pas membre du comité, mais qui est avec nous, là, depuis les 4-5 dernières années, puis, honnêtement, il nous donne toujours un coup de main, il est toujours prêt à nous aider. Alors, on a pensé que cette année, là, c'était
son tour là, d'être honoré là-dessus. Là. Les autres, on a honoré quelques jeunes quand même. On a remarqué que c'est un gars du Havre qui est le meilleur joueur offensif. On lui donne le trophée Guy Carbonneau. Carbonneau, Tommy Arsenault, là, des Macareux d'Offre Saint-Pierre dans le Bantam. On a le Craig Tremblay, le meilleur défenseur, le trophée Steve Duchesne. Le choix le plus prometteur, Olivier Arsenault aussi, à Tombe 2B de cette île. Même chose que le petit Tremblay tantôt, là, le trophée Carl Dykhouse. Le meilleur gardien, Rafale de cette île, Félix Camus, le trophée Rodrigue Bellavance. Et ça, c'est l'esprit sportif, mademoiselle Laura Leblanc, Atome A, Rafale, le trophée Gilbert Champagne. Et finalement, le trophée, là, arbitre relève, qu'on sait qu'il y a le trophée Patrick Lemieux, qui décerné depuis que Patrick nous a quittés, là. Alors, c'est un arbitre relève, le jeune François Dallaire. Et finalement, comme je vous disais tantôt, là, Dave Clemens pour le trophée Christian Leblanc, là, pour le bénévole du tournoi Ferro. Est-ce qu'on va garder ça longtemps, un tournoi Ferro multicatégorie à cette île? Là, on le sait qu'à Port-Cartier, maintenant, c'est une seule catégorie. À Havre-Saint-Pierre, c'est maintenant juste un tournoi Atome. Nous, on est une des rares, finalement, qui garde le multidiscipline. Puis ça nous fait un beau tournoi en Moses. Ça va toujours rester comme ça? Sûrement que oui, avec Bécamo, parce qu'on est, à ce moment-là, on est les deux seuls de la région qui peut offrir toute catégorie. Alors, ça permet aux équipes de se promener davantage, là. Alors, c'est sûr, j'ai l'impression qu'on va rester officiellement multicatégorie, comme Bécamo va le faire, là, en décembre. Ouais. Puis pour le 42e, qu'est-ce qu'on aimerait offrir de plus aux gens de cette île, là? Plus d'équipes de l'extérieur, le retour du Labrador, des choses comme ça? Au Labrador, on essaie toujours à l'occasion, mais j'ai l'impression que ça va être assez difficile même pour les années à venir. Au niveau de Saguenay-Lac-Saint-Jean, on continue là d'avoir une bonne collaboration. D'avoir une entente, je pense, oui. Je pense que ça devrait continuer aussi avec eux autres, là, pour avoir toujours une équipe qui vient jouer et que les parties comptent pour la saison en même temps. Alors, ça les encourage à faire une pierre deux coups. Puis c'est sûr, bon, si on peut recevoir des équipes de l'extérieur, tant mieux, mais comme on dit souvent, on est loin des grands centres. Alors, puis eux autres, dans leur coin des tournois, et ils rouvrent la page, puis il y en a 22 qui apparaissent. Ça fait alors qu'ils sont pas trop en peine pour se promener autour de leur coin, là. Toi, tu as signé ton contrat, là. Tu continues comme président du comité organisateur pour 2019? Ben là, on n'a pas encore décidé, mais à moins qu'il y ait des candidats qui veulent me tasser. Oh, puis il faut falloir y tordre un bras, peut-être. Qui veulent me tasser, là, mais en tout cas, ça n'a pas l'air parti pour ça. Ben, bravo à tous les gens du Club Optimiste, tous les organisateurs du tournoi Ferro. Ça a été très rassembleur, ben le fun. La poutine est encore bonne, plus, à l'Arena Valérie. Et on va remettre, là, le chèque final c'est au profit du hockey mineur, toujours. On va le remettre le lundi prochain, le 5 février, lors d'un super régulier. Puis les médias, ben, vous en serez informés, là. Un gros merci pour ton passage à Côte-Nord Attitude. Pierre Gilbert, président du comité organisateur du tournoi Ferro. Et nous, à 13h pile, c'est le temps de vous souhaiter un bon après-midi. Jean, demain, tu seras de retour de midi avec Tommy. Déjà une petite idée de ce qui nous attend demain midi? Oui, j'ai une petite idée, mais je l'annonce pas tout de suite. Il est cachotier ce midi. Dans la poche, dans l'arrière. C'est rare que ça arrive, ça. Merci beaucoup d'avoir été demain, tout le monde. À l'écoute de Côte-Nord Attitude. On vous souhaite dans les sports. On va parler de sport demain. Oh, OK. On vous souhaite... olympique. Oh, hein? OK, ça pique notre curiosité. À demain. Bye-bye.